Bienvenue à tous les cinéphiles passionnés qui nous rejoignent ce soir pour notre première édition du Doc Show. Donc on se retrouve aujourd'hui en compagnie donc, de Joséphine et Elisa. Donc présentez-vous, d'où vous venez? Donc moi c'est Joséphine, je suis dans l'asso Canary à Espol, l'asso de journalisme, et j'habite à Lille depuis septembre. D'accord. Et moi je m'appelle Elisa, donc je suis aussi à l'association du Canary à Espol, et donc je viens de Cannes, mais j'habite à Lille aussi depuis la rentrée scolaire. C'est une aventure cinématographique du coup unique et organisée donc par la créativité et l'énergie débordante du Doc. Donc cette émission spéciale est un hommage à l'art cinématographique qui au fil des décennies a captivé nos esprits, suscité des émotions intenses et façonné notre perception du monde qui nous entoure. Donc des drames intenses aux comédies légères, en passant par des œuvres avant-gardistes, le Doc s'est plongé dans l'univers du 7e art pour vous offrir une expérience télévisuelle inédite. Donc préparez-vous à être ému et surtout à découvrir de nouvelles perspectives du monde fascinant du cinéma. On va accueillir donc Nicolas et Salomé, donc veuillez vous présenter. Je te laisse commencer. Donc je m'appelle Salomé, je viens de Lyon et je fais partie de l'association du Canary. Je suis ravie d'être ici ce soir. Et donc moi c'est Nicolas, je suis parisien et fraîchement membre de l'asso du Canary. Et puis aujourd'hui on va vous apporter notre expertise sur nos plus grands classiques selon nous du Canary. Donc on va commencer. Si le cinéma ça nous paraît un peu comme une expérience subtile et intime, on voit bien que finalement ça peut aussi être une expérience partagée. Chaque année, enfin chaque décennie, Sight and Sound, un magazine, réunit les plus grands professionnels du cinéma afin de classer les 100 meilleurs films de la décennie. Et donc en fait on retrouve dans ce classement-là les 100 films qui par à la fois un rendu audio, visuel, mais aussi de fond, ont marqué l'histoire du cinéma. Et donc avec Salomé, on a décidé de sélectionner 4 films qui pour nous ont retenu notre attention, mais à la fois peut-être ont pu retenir votre attention par le passé, mais aussi peuvent le retenir dans le futur. Le premier film qu'on a trouvé peut-être indispensable de parler, c'est évidemment le film In the Mood for Love. C'est un film hongkongais réalisé par Wong Kar-wai, sorti en 2000. Ça se déroule dans le Hong Kong des années 60 et on suit les protagonistes Monsieur Cho et Madame Chan, deux voisins qui découvrent tous deux l'infidélité de leurs compagnons. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte finalement que cette infidélité-là, elle va créer une histoire d'amour qu'on va suivre tout au long du film. Et pourquoi on peut considérer In the Mood for Love comme un classique? La plupart du temps, quand on demande aux gens pourquoi ils considèrent In the Mood for Love comme un des meilleurs films de l'histoire de la cinématographie, ils nous répondent parce que tout est beau. Bien qu'on trouve un peu la réplique assez bateau, finalement c'est assez vrai, parce que on voit bien qu'il y a une approche visuelle qui est assez distinguée, que les images sont belles, qu'on est dans une Chine des années 60 qui est assez belle, avec des beaux personnages, des costumes. On a notamment le photographe Christopher Doyle qui a la photographie et qui nous permet de capturer beaucoup de décors, beaucoup de scènes qui permettent de mieux retranscrire cette émotion que dégagent ces films. Ce que dégage en fait le cœur du film, c'est finalement sur le fond, c'est cette histoire d'amour qui est impossible, à la fois cette trahison d'amour qu'ils ont eu de la part de leurs conjoints respectifs, mais aussi cet amour impossible. On a notamment la scène finale de Monsieur Cho qui doit dire un secret, mais qui dans la tradition doit le dire dans le creux d'un arbre et le recouvrir de boue, qui le fait, et on découvre la tristesse du personnage. Donc c'est pour ça que pour nous, In the Mood for Love, il explique pourquoi nos mères ont évidemment sélectionné le film et pourquoi elles le trouvent si magique, mais aussi elles nous permettent évidemment de se rendre compte que l'amour prend une place importante dans l'histoire du cinéma. Ça, c'est sûr. Donc, merci. Nicolas, il nous a parlé d'émotions, et donc pour rebondir dessus, je suis obligée de vous parler de La vie est belle de Roberto Benigni, qui a été réalisé en 1957. S'il y a bien un film qui soulève autant de polémiques et de critiques à la fois pour et contre, et ben c'est bien ce film. Et puis il nous fait côtoyer rire, pleurs, humour, effroi et dérision. C'est ça un peu sa particularité. Il faut savoir qu'il a remporté 3 Oscars et un César. Donc il raconte l'histoire de Guido Orefice, qui est incarné par le réalisateur lui-même, et qui va tomber amoureux de Dora, avec qui il va avoir un fils. Donc la petite famille nage en plein bonheur dans une Italie qui malheureusement tombe progressivement dans le fascisme. Et tous les 3 vont être victimes d'une rafle et vont être déportés. Donc là, ils vont être séparés. Et le père, il va chercher surtout à préserver son fils de ce qui se passe réellement dans le camp. Et donc, il a décidé de lui faire croire que tout cela, en fait, n'est qu'un jeu. Et pour cela, il va faire un système de collecte de points. Et le grand gagnant remportera un magnifique tank.
Et donc ce film, La vie est belle, c'est en fait l'archétype du film qui soulève plusieurs niveaux de lecture. Et en fait, on se rend compte que en fonction de la sensibilité et de la personnalité de chacun, il pourra être vu et décrypté de différentes manières. Et donc c'est ça qui fait un peu sa particularité. Et c'est en fait littéralement un film à part. C'est ça qui m'a marqué. Et comment en fait on peut rire ou sourire avec le mal absolu, avec le drame qu'ont vécu des millions de juifs pendant la Shoah. Donc ça, à chacun son libre arbitre, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film bouleversant, de tendresse poétique et d'espoir. Donc La vie est belle. Donc après In the Mood for Love et La vie est belle de Roberto Benigni, avec Salomé, on s'est bien rendu compte de quelque chose, c'est que finalement la plupart des films qui captivaient notre attention, c'était surtout les films qui dégageaient une certaine émotion. Mais finalement, il y a aussi un film qui va représenter la 3e sélection de notre série de films, c'est Taxi Driver, le film de Martin Scorsese, 1976. C'est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma américain. Ça décrit l'enfer psychologique d'un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle, ancien marin qui vit dans le tumulte. Il est traversé par beaucoup d'insomnie et c'est pour ça que le seul métier qu'il trouve finalement c'est conducteur de taxi, parce que c'est le seul qui lui permet en fait finalement de travailler et de s'occuper la nuit, mais ça nourrit évidemment son désespoir, puisque Travis la nuit il voit des gens heureux, il est malheureux, et finalement on voit la souffrance qui envahit le personnage. Elle est très bien décrite à travers ce film là. On a beaucoup de scènes qui sont assez dérangeantes, puisque finalement on entre finalement vraiment dans l'esprit du personnage et dans ce qui le dérange au plus profond de lui-même. On a notamment cette scène du monologue dans le miroir qui a inspiré des films français, donc on connaît bien par exemple La haine de Vincent Cassel, cette scène où il est devant son miroir et finalement c'est exactement une réplique qui a pu être vue dans Taxi Driver, pardon. Oui. Et finalement ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit le malaise de Travis à travers tout le film. Il essaye de sauver une jeune prostituée, finalement qu'il arrive à sauver. Il est vu comme un héros, mais finalement en fait dans notre tête c'est pas comme un héros, parce qu'en fait finalement on a cette vision ambiguë de Travis, quelqu'un qui finalement est un héros mais finalement est traversé par de nombreuses pensées noires. Et donc c'est pour ça que c'est la 3e sélection de notre film. Et pour finir en beauté, je vais parler d'Intouchable, que tout le monde connaît je pense. On l'a évoqué précédemment dans le quiz et je vais en reparler, puisque en fait cette comédie dramatique française, elle reste aujourd'hui l'un des meilleurs films français, et ça en vaut le détour. Donc c'est un film qui a été réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano en 2011. L'histoire, elle est inspirée de la vie de Filippo di Borgo, tétraplégique, et de sa relation avec Abdel Yasmin Selou, donc son aide à domicile, dont les rôles sont tenus respectivement par les fameux acteurs François Cluzet et Omar Sy. Donc le film, il nous raconte l'histoire, cette relation entre ces deux personnages qui sont issus de milieux totalement différents. Donc d'un côté, on a Driss, qui est un homme d'origine sénégalaise, qui vit en banlieue parisienne et qui vient de sortir de 6 mois de prison pour un braquage. Et puis de l'autre côté, on a Philippe, qui est un riche tétraplégique et qui a justement engagé Driss, alors même qu'il n'a aucune formation. Et avec presque 20 millions d'entrées au cinéma, il est seulement devancé par Titanic de James Cameron et de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Mais la particularité d'Intouchable, c'est en fait son immense succès à l'étranger, puisque des personnes se sont déplacées en masse pour aller le voir aux 4 coins du monde. Et c'est le film français justement le plus vu au monde. Et justement, il y a eu une adaptation américaine, donc The Upside, en 2017, mais qui semble avoir été quand même moins appréciée. Bref, en fait, Intouchable, c'est un film à la fois drôle, joyeux, avec des acteurs qui incarnent merveilleusement leurs personnages, et il nous propose une vision en fait plus naturelle, plus joyeuse, plus positive du handicap, et il nous fait rêver d'une France un peu plus solidaire et réconciliée, dont l'espoir est ici placé dans les banlieues. D'accord. Bon, merci beaucoup pour votre sélection, Nicolas et Salomé. Maintenant, nous allons accueillir Joséphine et Eugénie, et puis un invité spécial pour vous parler donc des courts-métrages et puis ensuite du Festival de Cannes. Présentez-vous, d'où vous venez et depuis quand vous êtes aux Canaries.
Donc moi, c'est toujours Joséphine, je suis donc au Canary, et je viens toujours de Lille. Et moi, c'est Eugénie, je viens d'Antibes, juste à côté de Cannes, et je fais aussi partie du pôle doc du Canary. Et donc en effet, on va vous parler du court-métrage aujourd'hui parce que dans ce vaste univers cinématographique où les longs métrages sont souvent mis sur le devant de la scène, les courts-métrages restent très souvent dans l'ombre. Pourtant, ces œuvres condensées en quelques minutes parviennent très souvent à captiver, émouvoir et parfois même révolutionner la vision qu'on a du 7e art. Avant tout, qu'est-ce qu'un court-métrage ? Un court-métrage, c'est un film dont la durée est donc plus courte qu'un long-métrage et sa durée, c'est en général une durée qui n'excède pas 40 minutes. Ça dépend des pays et des festivals qui proposent des courts-métrages. Tout comme les longs-métrages, les courts-métrages abordent une grande variété de sujets et de thèmes qui peuvent prendre donc différentes formes. On peut par exemple trouver des animations en court-métrage, des fictions, des documentaires, etc. Plein de thèmes différents. Mais la différence donc, du long-métrage, c'est que les réalisateurs d'un court-métrage sont restreints par un laps de temps plus court. Et c'est justement cette contrainte de durée qui pousse en fait la créativité des réalisateurs. Puisque plus le format est court, plus ce côté créatif est donc conscient d'un laps de temps et donc plus intense. Donc également, l'avantage du court-métrage, c'est que de par sa durée plus courte, encore une fois, ça nécessite moins de ressources financières et c'est pour ça que de multiples jeunes réalisateurs commencent en fait leur carrière par réaliser des courts-métrages. De nombreux festivals de courts-métrages sont donc organisés partout dans le monde et ce tous les ans pour mettre en lumière la richesse de ce type de format. Et ça permet donc aux jeunes réalisateurs, ça représente une très belle opportunité pour les jeunes réalisateurs de se faire une place dans ce monde tant convoité. On peut par exemple citer le Festival international de court-métrage qui a lieu tous les ans à Lille du 26 septembre au 1er octobre et qui est donc un festival de court-métrage où on peut retrouver des animations, des documentaires et également des fictions qui est accessible à tous et qui est donc en plein air, qui se situe devant le musée des Beaux-Arts. Au niveau des Beaux-Arts, merci beaucoup. Et voilà, dans une ambiance conviviale, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, pour cette 23e édition, c'est le jeune réalisateur Dower Jiska qui a remporté le Grand Prix avec son documentaire Boorman Abdi. Donc, Boorman Abdi, c'est un documentaire donc, qui raconte l'histoire d'un jeune Somalien qui se nomme Abdi. Et à travers ce documentaire, on se rend compte que la vie de Abdi est marquée donc, par la criminalité et la guerre et qui va donc tenter d'user du cinéma pour reconstruire sa vie et voir la vie d'un autre œil, voir la vie en rose, comme on dit. Cette œuvre est une œuvre originale et touchante qui, nous, en tout cas, nous a beaucoup plu, donc je vous la conseille fortement. D'accord. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de la réalisation d'un court-métrage. En effet, j'ai eu la chance d'avoir la spécialité cinéma audiovisuel au lycée. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre les enjeux d'un court-métrage et d'en réaliser. Donc pour le bac, une partie de l'épreuve, c'est de réaliser un court-métrage en moins de 10 minutes et ensuite de le présenter devant un jury. Donc au début de l'année, on était très excités par ce projet et puis après on s'est rendu compte du travail que ça demandait. Donc même si on avait fait plusieurs courts-métrages durant l'année, celui-là avait un enjeu différent parce que c'était une grosse partie de notre note du bac. Donc, quand on fait un court-métrage, il faut diviser les étapes. Donc, pour ma part, j'ai d'abord réfléchi à l'idée. Donc, c'est une des parties les plus longues et on doit vraiment beaucoup réfléchir. On jette énormément d'idées à la poubelle pour garder celle qui nous correspond le mieux. Ensuite, on passe à l'écriture du scénario et du script. Donc, on réfléchit aux personnages, aux lieux. Il faut aussi se demander si on a besoin d'autorisation pour filmer. Donc, par exemple, pour mon court-métrage, je voulais le faire dans un palais de justice. Donc, j'ai dû demander des autorisations pour amener tout le matériel et filmer. J'ai aussi fait appel à une spécialiste pour nous aiguiller sur le fonctionnement d'un procès. Donc, elle nous a aussi prêté des robes d'avocat. C'était très pratique. Ouais. Ensuite, on peut également faire un découpage technique. Donc, un découpage technique, ça va nous aider dans la pré-production. Donc, c'est un document qui va décrire tous les plans qu'il faudra filmer. Donc, c'est assez visuel. On a des schémas sur les mouvements de caméra. On a des informations sur la luminosité et ce qui se passe pendant qu'on filme. Donc, ça peut aussi nous aider pour le montage, car ça va nous aider à suivre le schéma du court-métrage. Évidemment,
on a le tournage, le jour J. Donc sans ça, il n'y a pas de court-métrage. En tant que réalisateur, il faut savoir s'adapter à toutes les situations parce qu'on ne peut pas tout prévoir sur un tournage. Par exemple, pour mon court-métrage, mon actrice principale est arrivée super en retard parce qu'elle a dû se faire opérer d'une rage de dents le matin même. Elle n'arrivait pas à parler, c'était très compliqué. Donc il faut savoir s'adapter. Et enfin, il reste le montage. Donc c'est la dernière partie qui finalise vraiment le projet. Et chaque détail est important. C'est là où on peut rajouter des effets spéciaux, par exemple. Et donc vraiment, concrètement, c'est là que le projet se termine. Donc quand on fait un court-métrage, on touche à tout et on peut être à la fois derrière la caméra, mais aussi au montage, acteur. Et ça nous permet vraiment de se rendre compte de la difficulté de certains métiers. Et ça nous permet aussi de nous rendre compte que dans ce domaine, il y a vraiment un énorme travail d'équipe, car sinon, sans les uns, sans les autres, rien n'est possible. Et chacun a un rôle bien défini. Et donc, on contribue tous à notre échelle, et ce qui permet d'avoir un très beau résultat à la fin. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs aller voir mon court-métrage sur YouTube qui s'appelle Le rôle de sa vie. Court-métrage Bac Cinéma. J'irai voir ça. Merci beaucoup pour vos interventions. En tout cas, c'était très intéressant du coup d'en savoir plus sur le monde du court-métrage qu'on ne connaît pas tant que ça. En fait, on connaît plutôt sur les films parce qu'on connaît depuis qu'on est petit. Donc merci beaucoup. Et donc si les festivals de court-métrage vous intéressent, il y a la fête du court-métrage du 20 au 26 mars 2024 partout en France. Mais il n'y a pas que les festivals de court-métrage. En effet, depuis 1939, le plus célèbre des festivals de films a ouvert ses portes à Cannes, le festival de Cannes bien sûr. Maintenant, nous accueillons Albert donc sur le plateau. Donc présente-toi, d'où tu viens et explique-nous un peu du coup ce projet Cinespol que tu as créé. Bonsoir Solène, merci de me recevoir, vraiment ça me fait plaisir. Ouais. Alors je m'appelle Albert Dufour, je suis en L2 Euro à Espol et voilà, j'aime le cinéma depuis vraiment des années et je viens du sud de la Côte d'Azur. Voilà, j'ai grandi sur Cannes et donc je connais le Festival de Cannes depuis un petit moment et voilà d'où vient ma passion. D'accord. Donc je vais te poser quelques questions, donc juste pour en savoir plus pour les Espoliens et autres. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment est né le projet Cinespol ? Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce projet spécifique et comment du coup as-tu commencé à le développer, sous quelle forme, etc. Alors, Cinespol, voilà, c'était une idée qui m'était très chère. J'en parlais d'abord avec des amis en me disant que j'allais peut-être pouvoir leur permettre d'accéder à ce festival cette année, en 2024. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion, en étant à Espol, d'ouvrir ce projet à plus de personnes, en permettant l'accès à des étudiants de toute l'université. Et c'est un projet en fait qui permet à des étudiants d'être accrédités pour le festival, pour venir y participer en tant que festivalier à part entière. Donc pouvoir voir effectivement les films de la sélection officielle et des sélections parallèles et de profiter de l'expérience du festival en entier. Donc quand j'ai présenté ce projet tout d'abord aux étudiants, ils m'ont dit que c'était peut-être impossible, que en fait personne ne savait que c'était finalement un festival qui pouvait être ouvert au grand public. Et donc c'était pour moi vraiment un but d'ouvrir les portes de ce festival qui est plutôt privilégié, donc d'une certaine manière, à des étudiants de la même école que moi, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est vraiment très impressionnant de pouvoir participer donc des étudiants à un festival internationalement connu. Et du coup, comment est-ce que tu as fait donc, pour faire la sélection des candidats du coup, pour ce projet ? Enfin, sur quels critères tu t'es vraiment basé ? Est-ce que tu as eu beaucoup de demandes aussi ? Alors, on a été très agréablement surpris par le fait que la demande était extrêmement qualitative. C'est-à-dire que voilà, on a dû être ça a même été un peu difficile pour nous puisque ça a dû être sélectif. Et donc nous avons fait la sélection en 2 étapes. Tout d'abord, nous avons demandé aux élèves les plus motivés de faire des cartes blanches, une vidéo courte de 2 minutes 30 pour se présenter. Et donc nous avons reçu plusieurs dizaines. Et enfin, parmi ces meilleures cartes blanches que nous avons reçues, nous avons fait passer des entretiens qui étaient assez longs, très denses pendant une semaine entière. Et après ça, on a délibéré pendant des jours et les résultats sont tombés hier. D'accord. Voilà. Et du coup, ça va être donc il va y avoir combien d'étudiants en tout d'Espol Alors en tout, nous serons 25. 25, ok, d'accord. Voilà, donc ça forme un bon groupe. Oui, c'est un bon groupe. Et est-ce que juste tu peux, donc, comme dernière question, nous donner un peu un retour sur les cartes blanches ? Qu'est-ce que tu penses un peu des étudiants de nos jours ? Est-ce que tu les trouves assez créatifs ou donne-nous un peu un retour. C'est une question très large, les étudiants de nos jours, mais c'est sûr que les cartes blanches qu'on a reçues, comme je disais, étaient
de très haute qualité. On a été vachement surpris parce qu'on s'est dit que l'exercice de la carte blanche était peut-être un petit peu réducteur. C'est-à-dire qu'expliquer son amour peut-être pour l'art ou le cinéma en général en 2 minutes 30, c'est très compliqué. Et pourtant, on a quand même reçu des choses vachement originales. Avec chaque personne avait sa personnalité, une carte blanche très bien créée. Donc ça nous a fait très plaisir de voir ça. Et je sais pas juger la qualité des étudiants d'un autre temps, mais en tout cas, je peux dire que les étudiants d'ESPOL cette année ont vraiment fait des choses parfaites. Je te remercie beaucoup. Et du coup, donc, en espérant que ces discussions animées sur le monde du cinéma, du court-métrage et des festivals a apporté une touche culturelle à votre journée, c'est ici que se referme le clap de notre première édition du Doc Show. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de nous avoir rejoints. Continuez à aimer, à explorer et à célébrer le cinéma sous toutes ses formes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Merci beaucoup.